Madame, Monsieur, bienvenue à notre émission. Mon invité aujourd'hui est Manda Boulel. Il n'est pas nécessaire de la présenter, car des générations de Mauriciens l'ont vue sur leur écran tous les soirs au cours des années 60. Elle a participé aux premières émissions à la radio et à la télévision, a travaillé 25 ans à la MBC, 10 ans au British Council, s'est aussi formée à l'étranger, à Paris et aux États-Unis. Manda, est-ce que vous pourriez nous parler de ces premiers jours à la MBC? Premiers jours, vraiment au départ, je dois le dire, j'étais pigiste et je présentais une série d'émissions à la radio c'était surtout sur la musique classique indienne qui m'intéressait énormément et que je voulais partager avec le public. Donc avant l'indépendance. Et après, en 1968, je suis rentrée officiellement parce qu'on a fait un appel de candidature et j'ai postulé parce que je trouvais que c'était un défi de venir, après le professorat, de venir à la radio et à la télévision. Et donc j'ai été recrutée en 68 comme réalisatrice. À cette époque, réalisatrice, ça voulait dire présenter les émissions depuis le début jusqu'à la fin, donc être speakerine, préparer des émissions, présenter le journal, faire des programmes en direct. Donc c'était quelque chose de très intéressant dans la mesure où aujourd'hui, chacun se concentre sur une matière, sur un métier. Mais à cette époque, nous avons eu la chance extraordinaire de tout apprendre, en fait. Nous avons fait, et tous ceux qui étaient avec moi à cette époque, plusieurs métiers. Vous vous êtes formé aussi à Londres, BBC. à Paris, à la BBC, aux États-Unis. Est-ce que c'était une belle expérience pour vous? C'était une expérience extraordinaire, dans la mesure où pour la première fois où je suis... C'est vrai que j'étais à la MBC, on avait tendance à cette époque, parce que il faut dire que c'était les débuts de la télé qui avaient commencé en 65, donc quelques années plus tard. Les équipements, les images en noir et blanc étaient là, mais je me suis retrouvée surtout à la BBC au début avec des professeurs, je dois dire, presque, qui nous enseignaient. On m'a mis la première semaine, un micro, en me disant, tu vas dans la rue, tu vas faire une émission sur Eating Out in London. Je me suis assise en me disant, qu'est-ce que c'est que ça? Et donc il fallait apprendre à aller vers les gens, à écouter ce que les gens disaient, après revenir et refaire le montage pour passer cette émission. Et Londres était aussi un endroit que j'aimais beaucoup, mais en même temps, je détestais aller dans le métro, parce que je trouvais que c'était horrible de se retrouver sous terre. Donc mais c'était un parcours très intéressant dans la mesure où on faisait de la radio, mais on faisait aussi de la télé. Et il y a des techniques que nous avions à cette époque en Angleterre qui vous restent pendant des années, parce que vous appreniez vraiment pourquoi on prenait cette image plutôt que l'autre. Quand je me suis retrouvée en France, c'était complètement différent parce que ceux avec qui j'apprenais le métier choisissaient les images en fonction de leur beauté. C'était une belle image, c'était l'émotion, c'était des choses comme ça. Donc c'était deux mondes, mais qui m'ont appris à me retrouver parce que, en fait, à Maurice aussi, on vit dans plusieurs mondes. Mais c'est intéressant parce que vous êtes parfaitement bilingue. Vous aviez travaillé à Londres, vous avez travaillé à Paris et vous présentiez à l'époque les programmes en français et en anglais. Les deux. Les programmes, le journal, à la radio et à la télé. C'était traduit pour vous ou est-ce que vous traduisiez en
au Non, cours du mais programme? c'était traduit pour nous parce qu'il y avait des journalistes qui faisaient tout le travail et qui nous donnaient. Mais quand on préparait, quand on présentait nos émissions nous-mêmes, ça, c'était la personne qui le faisait. Mais j'avais eu avec moi des personnes qui étaient déjà très connues, qui étaient très forts. Je dois dire, parler de Luc Legris, de Navina Kalou, qui étaient Bien là et sûr. qui avaient justement toute cette expérience et qui partageaient tout ce qu'ils avaient avec nous. Et gens de lettres. Et gens de lettres qui, au départ, pendant qu'il y avait McCormack et David Gardner qui étaient là, donc sous les Anglais, qui se préparaient à partir pour laisser la main aux Mauriciens. Jean de Lettres était directeur de l'information. C'est ensuite qu'il est devenu le directeur général de la MBC. Malheureusement, il est parti en 82 dans des circonstances assez dures. Et il faisait aussi des reportages de courses. Jean de Lettres était quelqu'un qui adorait le sport, hein. Et c'est lui, en fait, qui m'a fait, dans un sens, c'est vrai qu'avec les frères et les sœurs à la maison, on connaît le football à Maurice, mais c'est surtout Jean de Lettres qui m'a fait découvrir beaucoup de sport, le sport à la télé, parce qu'il faisait le reportage de course, il nous disait que ce qu'il fallait prendre comme programme qui venait d'étranger en termes de football et tout, il ne faisait pas que du sport. C'était quelqu'un qui connaissait plein de choses et qui était aussi là, présent régulièrement quand il y avait un cyclone, par exemple. Je crois que toute l'île Maurice se souvient de Jean de Lettres qui était là avec eux, qui leur parlait quand il y avait un cyclone. Nous savions que notre directeur général était là. Donc, C'est un homme extraordinaire qui a passé toute sa vie à former des jeunes et aussi à mettre sur pied la MBC telle qu'on la connaît aujourd'hui. Est-ce que vous remarquez de grandes différences entre la télévision aujourd'hui et la télévision de vos jours? ah oui, mais il y a pas de comparaison. Quand je suis rentrée, c'était en noir et blanc. Puis en 76, il y a la couleur qui est arrivée. Et puis il y a plusieurs chaînes. Et puis aujourd'hui, il y a tellement de chaînes que je me demande quand les gens ont le temps de regarder la télé et qu'est-ce qu'ils choisissent. Parce que depuis assez longtemps, nous avions pensé qu'il aurait fallu une éducation des jeunes à l'image pour qu'il y ait un choix. Malheureusement, je crois que ça ne s'est pas fait parce qu'il aurait fallu déjà à l'école faire cette éducation pour que les gens puissent choisir. Aujourd'hui, je crois que les gens recherchent des séries faciles. Et le côté, si vous voulez, informer, éduquer et amuser, ce sont les trois domaines principaux de la télévision et de la radio, mais je crois que la plupart des gens, quand ils rentrent chez eux, sont fatigués, donc recherchent des émissions. Je dis la plupart, hein, parce que je ne dois pas généraliser. Il y a énormément de gens qui regardent aussi les documentaires et les Alors programmes. justement, dans les lycées, dans les écoles, on enseigne aux gens la critique littéraire, c'est-à-dire on enseigne à critiquer des textes littéraires. Mais on n'enseigne pas à critiquer l'Internet, la télévision, les images, l'esthétique en général. Comment peut-on arriver à le faire d'après vous? Mais je crois qu'il y a certains collèges privés qui ont commencé à le faire, qui ont commencé à initier les jeunes au cinéma et à la télévision pour que justement il y ait cet œil critique. Je pense que si les jeunes ne sont pas formés à avoir un œil critique, on a tendance à tout gober, tout ce qui arrive, et souvent ce ne sont pas les meilleurs qu'on recherche. On recherche la facilité. Donc on s'est dit que ça, par exemple, je pense qu'il y a eu... Tout le monde pense que c'est la télévision qui a créé tous les maux. Ce n'est pas vrai parce que c'est la société qui a évolué, qui a amené ça, mais la télévision est aussi responsable de certaines choses parce que beaucoup de jeunes, quand ils regardent les films qui viennent de l'étranger, pensent que c'est ça la vie. Et s'ils ne sont pas formés à avoir cet œil critique, je crois que c'est là qu'il y a une certaine influence de la télévision sur la vie de tous les jours. Et la seule façon de le faire, c'est justement d'avoir un créneau à l'école pour enseigner aux jeunes.
Vous étiez vous-même professeur, ensuite vous avez travaillé au British Council et vous étiez responsable des ressources et des relations publiques. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur le rôle du British Council dans la formation Tout des à jeunes? fait. Non, mais quand je suis partie de la MBC, je me suis dit, bon, ben voilà, tu as fait des métiers de la communication, qu'est-ce qui va se passer? Et j'aimais l'anglais autant que le français. Et le British Council recherchait quelqu'un, je me suis dit, bon, ben voilà, un créneau qui pourrait te permettre en même temps de pratiquer cette belle langue que l'anglais. Et je suis allée justement pour m'occuper des ressources, pas seulement des ressources locales, mais aussi de tout ce qui était, si vous voulez, relations avec la presse, relations avec les autres pays où il y avait le British Council. C'était l'époque où le British Council avait recommencé à être, parce que Mme Thatcher avait fermé le British Council à Maurice, et il y a eu énormément de plaintes, parce que beaucoup de Mauriciens ont été formés justement au British Council, parce qu'il y avait le British Council a toujours une bibliothèque extraordinaire, et les gens y allaient justement pour apprendre, pour lire. Aujourd'hui, c'est vrai que le British Council amène une certaine formation, si vous voulez, des jeunes, non seulement en faisant venir des artistes et tout, qui partagent justement une image de l'Angleterre moderne, hein, parce que ce n'est pas du tout l'Angleterre que les gens connaissent. Par exemple, il y a quelque temps, c'était Curry Tales, et tout le monde sait maintenant que les Anglais mangent plus de curry que d'autres choses. Non, mais c'était extraordinaire Ouais. de voir cela. Donc, il y a un peu de temps, quand j'étais là-bas, on avait fait venir Zephaniah, qui lui a fait des poèmes modernes pour les jeunes. Et c'est là où le British Council, en même temps, forme les gens à apprendre l'anglais du business, l'anglais des écoles et tout, mais malheureusement, en demandant un paiement pour ça. Auparavant, tout était gratuit, mais vous savez bien vous-même que les choses ont changé. Bien Et sûr. les organisations doivent prouver qu'ils peuvent gagner de l'argent et vivre sans que l'État. Vous êtes formé parce qu'on vous dit que chaque sou que vous dépensez vient du taxpayer's money. Donc, dans ce sens-là, il ne faut pas gaspiller l'argent du contribuable. Il faut justement essayer de survivre et de faire ce qu'il faut faire en essayant de trouver d'autres moyens. Surtout en cette période de crise. Vous étiez toujours journaliste, vous avez écrit pour les émissions télévisées, vous avez écrit dans des revues, vous avez écrit pour faire connaître l'île Maurice à l'étranger. Et maintenant, tout en étant sur-optimiste, vous avez participé et vous participez à WIN, Women in Networking. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit historique de ce WIN? Oui, justement, en 2006, nous avons constaté, à Sur-Optimiste, pas seulement à Sur-Optimiste, il y avait Jane Valls qui était Sur-Op et qui nous a dit, bon, ben, il faut faire quelque chose pour les femmes. Il faut d'abord arriver à avoir un réseau. Women in Networking, c'est un réseau de femmes. Ce n'est pas une organisation politique ou religieuse ou quoi que ce soit, mais c'est simplement réussir à amener toutes les femmes, parce que nous avons à peu près les mêmes à penser, nous pensons pareillement, nous avons les mêmes problèmes. On s'est dit pourquoi ne pas se réunir. Il y a 4 organisations, Sur-Optimiste International, les clubs de Port-Louis et Rose-Île, l'Association mauricienne des femmes chefs d'entreprise, la Jeune Chambre internationale, Maurice et Curpip, Media Watch, GEMSA, 4 organisations avec l'aide du PNUD qui nous a aidés à mettre en place justement ce réseau de femmes pour réfléchir et pour se dire qu'au fond, la Déclaration universelle des droits de l'homme le dit, tout le monde est né libre et égalitaire en dignité et en droit. Et ça vient directement de Rousseau, du XVIIIe siècle, Voilà. ce que vous savez déjà. Mais il paraît que vous acceptez aussi des membres hommes. C'est Hommes pas et seulement... femmes, parce que vous savez, c'est quelque chose de très important.
il n'est plus temps aujourd'hui de regarder la société avec un seul regard. Et physiquement, si on le dit, si vous ne voyez qu'avec un seul regard, voyez un côté de la chose. Et nous avons pensé justement qu'il fallait les deux regards. S'il y a plus de 50% de femmes à Maurice, pourquoi dans toutes les instances, il n'y a pas suffisamment de femmes présentes pour essayer d'amener des politiques qui soient un peu plus justes? Et pourtant, plus de 50% de la population est femme. Tout à fait. Mais je suis surpris de savoir que les hommes participent aussi à ce mouvement et qu'ils écrivent pour vous dans les journaux. Mais est-ce que les partis politiques vous soutiennent? Je pense que depuis que nous avons créé WIP, Women in Politics, vous savez, à l'intérieur, WIN a 4 objectifs. C'est former des leaders, 30 femmes leaders par an, avoir ce réseau de femmes et d'hommes, doubler le nombre de femmes au Parlement pour les élections de 2010 et amener l'égalité un peu partout dans la vie. Donc, depuis que nous avons justement, nous avons commencé à parler de la politique, nous avons constaté chez tous les partis politiques ce désir de voir comment nous allions pouvoir aller de l'avant pour nous assurer qu'il y avait un plus grand nombre de femmes au Parlement. Il y a combien de femmes au Parlement? 12 pour le moment, ce qui fait que nous sommes déjà en dessous de ce que nous avions signé comme protocole avec la SADC, 30%. Hein, aujourd'hui, les femmes un peu partout dans le monde demandent la parité, mais nous avons été très modestes puisque nous avions demandé 30% seulement. Et c'est peut-être bien de ne pas vouloir tout à coup demander 50% tout partout, mais nous souhaitons justement qu'il y ait un peu plus de femmes, non seulement en politique, mais dans les instances de prise de décision. Ça avait été un programme que les Nations Unies avaient lancé depuis 2005, et depuis 2005, nous essayons de veiller à cela, mais au niveau de la politique, comme je vous dis, nous sommes avant-derniers dans les pays de la SADC. Et est-ce qu'un parti, plutôt qu'un autre, respecte la directive de la SADC, plus ou moins? Je ne pense pas qu'ils pensent à la directive de la SADC, aux conventions qui ont été signées. Je pense qu'à l'intérieur du parti, il y a déjà ce désir d'avoir des femmes. Il y a l'aile féminine dans chaque parti, donc il y a des femmes qui sont là. Ce qui est un peu dommage, c'est que justement, est-ce qu'à l'intérieur du parti, s'il y a l'aile masculine et l'aile féminine, on ne devrait pas arriver à mettre les deux ensemble pour avoir un parti avec hommes et femmes? Mais dans les circonscriptions, nous avons 3 candidats et en général, vous demandez à ce qu'un des candidats, une des candidates soit femme. Oui. Et est-ce que ça suffit, en fait? On pourrait très bien envisager 3 femmes comme candidates dans une circonscription. Mais tout dépend de la façon dont on veut le faire. Parce qu'on peut mettre 3 candidates ici et personne d'autre de l'autre côté. Tout dépend aussi longtemps qu'on arrive à atteindre au moins les 30%. 30%. Je pense que ça. Mais il faut aussi, ce n'est pas simplement de dire au parti mettez des femmes. Il faut aussi que la population soit conscientisée, la population qui vote. Et là, il y a des hommes et des femmes. C'est pourquoi nous disons que ce que nous recherchons, c'est la complémentarité. Pas du tout, ce n'est pas une bagarre d'hommes et de femmes. Ce n'est pas un féminisme agressif qui dit « Ah, maintenant, nous voulons tirer les hommes pour mettre des femmes ». Pas du tout, nous voulons que les hommes travaillent avec les femmes pour une meilleure société. Mais en fait, pourquoi ce recul? Parce que dans les autres pays comme l'Australie, l'Angleterre, les États-Unis,
Ça s'est passé il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans. Après la guerre surtout, il y a eu un mouvement pour l'égalité entre hommes et femmes. À l'île Maurice, c'est maintenant en 2009 qu'on commence à créer des cellules de WIN pour arriver à travailler vers, à bouger vers l'égalité envers l'homme et la femme. Qu'est-ce qui a causé ce recul? Mais je ne sais pas, vous savez, depuis 1984, on a signé la Convention contre l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes. En 1985, on a ratifié cette convention, mais je pense qu'il n'y a pas eu suffisamment de diffusion de la convention déjà. Puis il y a eu SADC, et là aussi, les gens ne sont pas ont vaqué à leur occupation. Il y avait eu une certaine complaisance en se disant, bon, où sont les femmes? Quelles sont les femmes qui veulent faire de la politique? On ne peut pas dire que ce sont les hommes seulement qui sont en tort. Il y a aussi des femmes qui ne se sont pas investies, qui n'ont peut-être pas voulu faire de la politique parce que même les hommes vous disent que la politique aujourd'hui c'est quelque chose de très dur à faire, certains même disent que c'est sale, que ça a perdu sa noblesse. Donc il y a tout ça peut-être qui n'a pas encouragé les femmes à aller de l'avant et à proposer déjà, à vouloir entrer dans un parti politique pour le faire. Et je salue là, je crois, celles qui ont été les premières qui ont osé justement braver cette culture de discrimination dans un sens. Et alors, où allez-vous trouver ces 300 leaders femmes qui vont participer aux élections de 2010 ou en fait répondre le message ou former d'autres personnes? Chaque année, nous formons, notre programme est sur 10 ans. Oui. Chaque année, nous formons un minimum de 30 leaders. Et ces femmes certaines d'entre elles vont peut-être faire de la politique, nous n'en savons rien, mais vont comprendre qu'il faut parler aux autres femmes déjà pour qu'elles soient conscientes qu'il faut une représentativité égalitaire, du moins en politique. Donc, où nous allons les trouver, je peux vous dire que dès que nous mettons la publicité pour faire appel des candidatures, nous avons 200, 300 qui souhaitent venir suivre le cours que nous donnons pour être des leaders. Vous donnez des cours à des femmes? 9 jours de cours pour former des leaders. Et pour être leader, vous n'avez pas besoin de faire de la politique ou d'avoir de très grands degrés parce que vous pouvez être leader aussi à la maison. Donc on a trouvé des femmes qui sont très fortes et qui peuvent amener des changements. Et c'est d'abord et avant tout ce changement de mentalité qui est important. Ce n'est pas que de devenir leader. Et est-ce que vous voulez atteindre les jeunes, c'est-à-dire les lycéennes, les gens qui ont 18 ans? Tout à fait. Il faudrait que nous avons commencé. Il faudrait que maintenant nous allions vers tous ces jeunes-là parce que c'est eux qui vont amener le changement et c'est eux qu'il faut convaincre. Je crois que ce n'est pas que ça, parce que conscientiser, amener une sensibilisation des jeunes, mais aussi se dire que, vous savez, quand on est jeune, on a des ambitions. Donc, on va étudier, on revient, on cherche un travail, on a une ambition, on veut monter. Est-ce qu'on a le temps à ce moment de se consacrer à autre chose que ça? Donc, il y a jeunes, mais un peu moins jeunes aussi, des gens qui seront là et qui nous l'espérons, vont amener ce changement. Et pourquoi est-ce que Manda Boulel n'a pas fait de la politique? Parce que vous avez tout ce qu'il faut pour être femme ministre, pour être même Premier ministre. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait de la politique? Je crois que vous reprenez là ce que le Premier ministre a dit, c'est qu'il voudrait voir un jour une femme qui deviendrait Premier ministre. Mais je pense que j'ai été pris par mon métier énormément pendant beaucoup d'années. Puis par ma famille, je voulais être avec mes enfants qui grandissaient. Et puis, bon, ça ne s'est pas fait parce que
vous connaissez Maurice, il y a déjà dans la famille Plusieurs des hommes qui politiques. sont dans la politique et ce serait difficile de créer des dynasties. Bien sûr. Je pense qu'il ne faut pas, je trouve qu'on utilise mal ce terme parce que si quelqu'un est compétent, il ne faudrait pas penser, si quelqu'un est compétent, si quelqu'un croit dans ce qu'il fait, si quelqu'un est convaincu de la justesse de ce qu'il fait, il faudrait encourager cette personne sans essayer de dire que c'est le fils d'un tel ou l'autre, parce que c'est normal que quelqu'un qui a vécu dans une famille qui est, par exemple, où il n'y a que des professeurs et envie de, où il n'y a que des avocats et envie d'être avocat, il y a des politiciens qui voudraient être politiciens. Alors, s'il y a des femmes et en effet des hommes qui veulent devenir membres de WIN, comment est-ce qu'ils le deviennent? Est-ce qu'il faut écrire à quelqu'un? Est-ce qu'il y a un website? Oui, oui, tout à fait. Nous avons un website www.winmauritius.net. Oui. Il n'y a pas de droit d'entrée, il n'y a rien. Vous n'avez qu'à être de bonne foi et vraiment venir aux événements que fait WIN et surtout être là pour être solidaire avec toutes les femmes qui veulent aller plus loin. Il y a deux personnes qui sont des responsables, si vous voulez, des secrétaires de chaque corps groupe. Il y a Géraldine Secondis et il y a son numéro de téléphone et Nila Soubadou qui s'occupe, elle, beaucoup plus de Women in Politics. Et qu'est-ce que l'avenir réserve à Manda Boulel? Ah, je continuerai à me battre. Je suis une battante, je pense. Et je ne peux pas vous dire ce que l'avenir me réserve. Je sais ce que j'ai envie de faire. Et qu'est-ce que vous avez envie de faire? M'arrêter pour écrire, mais jusqu'à maintenant, je n'ai pas trouvé le temps. Vous voulez écrire vos mémoires ou vous voulez écrire l'histoire de la MBC ou, Non, beaucoup d'autres choses en dehors de... L'histoire de la MBC devrait être écrite, mais vraiment écrite, pas de façon anecdotique. Oui. Il y a aussi beaucoup d'autres choses. Il y a l'histoire des femmes à raconter à Maurice. Oui, parce que c'est une belle histoire quand même. La contribution des femmes au cours des années 70 et même au cours des années coloniales. Tout à fait, même avant, parce que, par exemple, Maurice a une histoire qui est très riche. Je pense qu'il faut raconter l'histoire du sucre, mais vraiment en apportant la contribution de tout un chacun. Et qui vous a inspiré cette passion pour l'histoire quand vous étiez chez les Lorette? Parce que j'étais au couvent de Lorette et que j'avais peut-être... Vous savez, souvent, c'est quelqu'un qui est là, un prof, ou qui commence à vous parler de l'histoire et que ça vous passionne. Souvent, on ne suit pas sa passion quand on est à l'école parce qu'on cherche des matières qui vous permettent de réussir, d'aller plus loin, de devenir lauréate. Mais des fois, on se livre à sa passion. Et moi, j'ai eu énormément de chance au couvent de Lorette parce qu'on avait pris un professeur pour m'enseigner l'histoire, parce que j'avais décidé de le faire en HSC. Vous vous imaginez, à cette époque, décider de prendre l'histoire. C'était ne pas être lauréate, mais c'était vraiment suivre une passion. Mais il n'y a pas que ça dans la vie, être lauréat ou lauréate. Manda Boulel, merci d'être venu nous partager votre point de vue, nous parler de WIN et de WIP, Women in Politics, Women in Networking. J'espère que vous allez continuer à être un rôle modèle pour les jeunes filles de l'île Maurice et que nous allons vous voir très souvent à la télévision. Merci beaucoup. Au revoir.